Sommes-nous seuls dans l'univers? Et si nous ne le sommes pas, est-on prêt à rencontrer une vie intelligente? Sommes-nous réellement prêts pour ce type de contact? En réalité, ces questions, loin d'être farfelues, sont étudiées de manière très sérieuse par la communauté scientifique. La perspective de rencontrer une autre civilisation soulève des questions à la fois captivantes et préoccupantes. En effet, si ce genre de rencontre est un rêve pour certains, il est également un cauchemar pour d'autres. Mais de toutes les manières, ce choc des cultures remettrait en cause bien des certitudes. Depuis plusieurs décennies, l'observation et les témoignages d'objets volants non identifiés existent et ne cessent de nous surprendre. À de rares occasions, ces objets volants ne se contentent plus de nous survoler, mais se posent sur notre sol et leurs étranges passagers nous visitent. L'accumulation de ces récits étranges ont poussé les scientifiques chargés d'étudier ces phénomènes de plus en plus répandus à trouver une méthode rigoureuse afin de les trier et de les classifier. C'est le docteur Joseph Alan Hynek qui inventera un système de classification comportant 6 degrés allant du banal à l'exceptionnel. Le premier degré concerne l'observation de lumière nocturne, le où les témoins voient à plus de 150 mètres de distance une ou plusieurs lumières qui leur paraissent anormales dans le ciel nocturne. Deuxième degré, l'observation de disques diurnes, le où les témoins voient de jour à plus de 150 mètres de distance un objet non identifié qui n'a pas nécessairement la forme d'un disque ou d'une soucoupe. Troisième degré, l'observation radar visuel. L'OVNI est observé en visuel et apparaît sur un ou plusieurs écrans radars. Quatrième degré, la rencontre rapprochée du premier type, le où les témoins voient un OVNI quel qu'il soit à moins de 150 mètres. Cinquième degré, la rencontre rapprochée du deuxième type. L'OVNI laisse des preuves matérielles comme des traces au sol. Et enfin, sixième degré, la fameuse rencontre rapprochée du troisième type, où les témoins voient un OVNI et ses occupants, ou seulement les prétendus occupants d'un OVNI sans ce dernier. Notons que cette dernière classification deviendra mondialement célèbre grâce au réalisateur Steven Spielberg avec son film Rencontre du troisième type, sorti en 1977. Lors du tournage, Spielberg est sincère et croit vraiment aux histoires d'extraterrestres, à tel point qu'il demandera à de vrais ufologues de jouer dans son film et le docteur Hynek sera quant à lui son conseiller scientifique. Les rencontres du troisième type sont recensées partout dans le monde, mais au fil du temps, cette multiplication d'apparitions et de rencontres extraterrestres commence à poser un problème aux ufologues. En effet, s'il s'agit bien de visiteurs venus d'ailleurs, eh bien leurs intentions sont loin d'être claires. Ils ne s'adressent par exemple qu'à de simples personnes, ne communiquent jamais de façon, disons, officielle, et leur comportement ne semble pas toujours bienveillant. Aussi interpellants que soient ces témoignages, ils ne prouvent pas l'existence réelle d'une rencontre, mais parmi toutes ces informations, eh bien on constate souvent des effets psychologiques et même physiques sur la plupart des intervenants. Les témoins peuvent par exemple souffrir de conjonctivite ou encore se mettre à dormir énormément après leur rencontre. Alors bien sûr, nous sommes encore loin de la preuve formelle, mais cela tendrait malgré tout à montrer qu'il s'est vraiment passé quelque chose d'exceptionnel. La perspective de rencontrer une autre civilisation soulève des questions à la fois captivantes et préoccupantes. Comment pouvons-nous par exemple communiquer avec une espèce extraterrestre qui ne pourrait pas utiliser un langage sous une forme que nous pouvons reconnaître et déchiffrer? Un contact provoquera-t-il une hystérie collective ou encore pourrait-il affecter notre vision de la religion? Les scientifiques du projet SETI sont connus pour tenter de détecter d'éventuels signaux extraterrestres, mais ils envisagent également d'envoyer des messages depuis la Terre en indiquant notre position. Alors, si des extraterrestres existent, doit-on vraiment leur faire parvenir des messages? Lorsque la NASA a diffusé un morceau des Beatles dans l'espace en 2008, avons-nous envisagé que cette musique pourrait être perçue comme une menace? Et si les messages que nous recevions en retour étaient hostiles? Le neuropsychologue Gabriel de la Torre de l'université de Cadix en Espagne a publié une étude dans la revue Acta Astronautica
indiquant qu'en tant qu'espèce, l'humanité n'était en réalité pas encore prête à tenter de contacter activement une prétendue civilisation extraterrestre et que notre connaissance générale sur le cosmos et la place que nous y occupons était encore largement insuffisante. L'étude démontre qu'il est nécessaire de promouvoir davantage auprès de la population une conscience cosmique dans laquelle notre esprit est de plus en plus conscient de la réalité globale qui nous entoure. En ce qui concerne notre relation avec une éventuelle intelligence extraterrestre, l'article ajoute que nous ne devons pas nous appuyer sur des références morales car celles-ci étaient fortement influencées par nos valeurs. En effet, pourquoi certains êtres plus intelligents devraient-ils forcément être bons ? Dans la prestigieuse revue scientifique Philosophical Transactions of the Royal Society, une large étude indique cette fois que les gouvernements du monde entier devraient préparer un plan d'action coordonné au cas où la Terre serait contactée par des extraterrestres. Le groupe de scientifiques recommande qu'une branche de l'ONU soit créée afin de s'occuper des affaires extraterrestres et d'établir un plan sur la manière de réagir lors d'un éventuel contact. Selon Simon Conway Morris, professeur de paléobiologie évolutionniste à l'université de Cambridge, quiconque envisage un contact avec des extraterrestres devrait se préparer au pire. L'évolution sur des mondes extraterrestres, dit-il, est probablement de nature darwinienne. Morris soutient que si des extraterrestres intelligents existent, ils nous ressembleront et, étant donné notre histoire loin d'être glorieuse, eh bien cela devrait nous faire réfléchir. Les rencontres extraterrestres peuvent inspirer des rêves de partage de connaissances, mais également des cauchemars de partage de germes intergalactiques. En effet, notre propre histoire nous met en garde sur les conséquences des rencontres entre civilisations isolées. À titre d'exemple, lorsque les Européens ont atteint le Nouveau Monde et ont pris contact pour la première fois avec les communautés autochtones, ils ont apporté avec eux la variole, la rougeole et d'autres maladies contre lesquelles les Amérindiens n'avaient aucune immunité naturelle, décimant leur population de près de 90%. Ted Peters, professeur de théologie systématique en Californie, a quant à lui réfléchi à ce qui pourrait advenir aux religions du monde en cas de contact extraterrestre. Selon lui, la sagesse conventionnelle suggère que la religion terrestre s'effondrerait parce que nos traditions religieuses reposent sur des croyances nées d'une vision ancienne d'un monde désormais dépassé. Mais fait assez surprenant, dans de nombreux textes religieux, il semble y avoir une marge de manœuvre dans le cas d'une existence extraterrestre. En effet, dans le Talmud du judaïsme par exemple, l'on décrit un dieu voyageant parmi 18 000 mondes, de même que le bouddhisme et l'hindouisme font tous deux allusion à l'existence d'autres royaumes célestes peuplés. En réalité, la façon dont nous pouvons réagir face à la présence extraterrestre peut être influencée par d'innombrables paramètres, en passant par notre religion, par les films et séries que nous aurons vus, ou encore des livres de science-fiction que nous aurons lus. Si les extraterrestres sont toujours bons à la fin de l'histoire, alors nous pourrions penser que tout ira bien. De même que lorsque nous réfléchissons aux formes que la vie peut prendre ailleurs, eh bien nous sommes conditionnés par le fait de savoir comment la vie a évolué sur notre Terre. Seth Shostak, astronome à l'Institut SETI, déclare « Il y a ce sentiment parmi une très grande partie du public que la découverte de la vie intelligente serait au moins gardée secrète par les gouvernements, sinon tout le monde deviendrait dingue. » Un contact avec une vie extraterrestre aurait dans tous les cas des effets extrêmement forts, à la fois sur notre vie sociale, sur la biologie, la technologie et sur la conscience de ce que l'on est. Alors, souhaitons-nous vraiment partir à la conquête de l'univers ou voulons-nous tout simplement étendre la Terre jusqu'aux frontières du cosmos ? Finalement, peut-être que nous ne recherchons que l'homme, et peut-être aussi que nous n'avons pas besoin d'autre monde, mais de miroir de ce que nous sommes.